L'ancien procureur en chef d'Haïti, qui a été démis de ses fonctions par M. Henry, a appelé le Premier ministre à répondre aux questions sur l'affaire. Et maintenant, l'un des principaux suspects de l'enquête a fourni de nombreux détails sur ce qu'il a appelé la relation de confiance que M. Badio entretenait avec M. Henry. Dans une longue interview avec le New York Times dans un chantier de construction vide, alors qu'il fuyait les autorités, Rodolphe Jahar, un homme d'affaires haïtien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aidé à financer et à planifier le complot. Peu de temps avant l'assassinat, a déclaré M. Jahar, M. Badio lui avait dit que M. Henry serait un allié utile après le renversement du président. C'est mon bon ami, j'ai un contrôle total sur lui, a raconté M. Jahar en lui disant que M. Henry, un neurochirurgien de 72 ans, a été nommé Premier ministre. Après l'assassinat, M. Jahar a déclaré que lui et M. Badio étaient restés en contact l'un avec l'autre tout en évitant les autorités, et qu'ils avaient même partagé une maison sur plusieurs jours après le meurtre. Dans les heures qui ont suivi le meurtre, lorsque des policiers ont piégé les mercenaires colombiens accusés d'avoir commis l'agression, M. Jahar a déclaré que M. Badio avait demandé l'aide de M. Henry pour s'échapper. Selon M. Jahar, M. Henry a répondu qu'il passerait quelques appels, bien que ces affirmations n'aient pas pu être vérifiées de manière indépendante. 3 responsables haïtiens impliqués dans l'enquête ont confirmé que M. Henry était en contact avec M. Badio à plusieurs reprises. Les fonctionnaires, qui n'étaient pas autorisés à discuter de l'affaire publiquement, ont fait valoir que M. Henry serait un suspect officiel dans l'enquête s'il ne dirigeait pas le gouvernement. M. Jahar a affirmé qu'il pensait que le but du complot avait été de destituer, pas de tuer, le président, et qu'il a été pris dans un jeu politique plus large qu'il ne comprend toujours pas entièrement. Il a été arrêté en République dominicaine vendredi après 6 mois de cavale, selon un haut responsable de la sécurité du pays. Selon M. Jahar, les comploteurs avaient l'intention de faire prêter serment à un ancien juge de la Cour suprême, Wendell Coctello, comme nouveau président. Son récit suggère qu'ils attendaient le soutien d'éléments clés de l'État haïtien, y compris les forces de sécurité, dans leur tentative de coup d'État. Mais quel que soit le plan qu'il y ait eu de capturer, pas de tuer, le président a été sabordé, lorsque des hommes armés ont fait irruption chez lui et l'ont assassiné dans sa chambre. Comment et pourquoi le plan a changé, de forcer le président à démissionner et à l'assassiner, M. Jahar a affirmé qu'il ne le savait pas. L'ancien procureur en chef d'Haïti, qui a été démis de ses fonctions par M. Henry, a appelé le Premier ministre à répondre aux questions sur l'affaire. Et maintenant, l'un des principaux suspects de l'enquête a fourni de nombreux détails sur ce qu'il a appelé la relation de confiance que M. Badio entretenait avec M. Henry. Dans une longue interview avec le New York Times dans un chantier de construction vide, alors qu'il fuyait les autorités, Rodolphe Jahar, un homme d'affaires haïtien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aidé à financer et à planifier le complot. Peu de temps avant l'assassinat, a déclaré M. Jahar, M. Badio lui avait dit que M. Henry serait un allié utile après le renversement du président. C'est mon bon ami, j'ai un contrôle total sur lui, a raconté M. Jahar en lui disant que M. Henry, un neurochirurgien de 72 ans, a été nommé Premier ministre. Après l'assassinat, M. Jahar a déclaré que lui et M. Badio étaient restés en contact l'un avec l'autre tout en évitant les autorités et qu'ils avaient même partagé une maison sur plusieurs jours après le meurtre. Dans les heures qui ont suivi le meurtre, lorsque des policiers ont piégé les mercenaires colombiens accusés d'avoir commis l'agression, M. Jahar a déclaré que M. Badio avait demandé l'aide de M. Henry pour s'échapper. Selon M. Jahar, M. Henry a répondu qu'il passerait quelques appels, bien que ces affirmations n'aient pas pu être vérifiées de manière indépendante. 3 responsables haïtiens impliqués dans l'enquête ont confirmé que M. Henry était en contact avec M. Badio à plusieurs reprises. Les fonctionnaires, qui n'étaient pas autorisés à discuter de l'affaire publiquement, ont fait valoir que M. Henry serait un suspect officiel dans l'enquête s'il ne dirigeait pas le gouvernement. M. Jahar a affirmé qu'il pensait que le but du complot avait été de destituer, pas de tuer, le président, et qu'il a été pris dans un jeu politique plus large qu'il ne comprend toujours pas entièrement. Il a été arrêté en République dominicaine vendredi après 6 mois de cavale, selon un haut responsable de la sécurité du pays. Selon M. Jahar, les comploteurs avaient l'intention de faire prêter serment à un ancien juge de la Cour suprême, Wendell Coctello, comme nouveau président. Son récit suggère qu'ils attendaient le soutien d'éléments clés de l'État haïtien, y compris les forces de sécurité, dans leur tentative de coup d'État.
Mais quel que soit le plan qu'il y ait eu de capturer, pas de tuer, le président a été sabordé lorsque des hommes armés ont fait irruption chez lui et l'ont assassiné dans sa chambre. Comment et pourquoi le plan a changé, de forcer le président à démissionner à l'assassiner, M. Jahar a affirmé qu'il ne le savait pas. Les appels téléphoniques de M. Henry avec M. Badio ont été révélés pour la première fois en septembre par un haut procureur haïtien de l'époque, Bedford Claude, qui a demandé au Premier ministre de s'expliquer devant le tribunal. Mais M. Henry s'est rapidement opposé aux fonctionnaires qui ont tenté d'enquêter sur ses liens avec M. Badio. Et l'étendue des contacts entre les deux hommes, y compris l'affirmation par des responsables selon laquelle M. Badio s'était rendu à la résidence du Premier ministre alors qu'il fuyait les autorités, n'avait pas été rendue publique auparavant. Après que M. Claude a appelé M. Henry pour un interrogatoire, son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice, Roquefelle Vincent, a déclaré avoir reçu un appel du Premier ministre, qui lui a demandé de limoger le procureur. M. Vincent a dit qu'il refusait. Quelques jours plus tard, M. Henry les a licenciés tous les deux. Je pense qu'il fournit l'un des éléments clés de l'assassinat, a déclaré M. Claude, faisant référence à M. Henry. Le porte-parole de M. Henry a déclaré que les fonctionnaires avaient été licenciés pour avoir enfreint la loi, afin de faire avancer leur programme politique, notamment enfreignant l'interdiction de convoquer des hauts fonctionnaires devant un tribunal. Dans une interview, un mois après le meurtre, M. Henry a déclaré que son objectif principal était d'organiser de nouvelles élections, puis de se retirer. Il n'a pas fixé la date du vote. M. Jahar a également mis en cause un autre haut responsable du gouvernement de M. Henry, le chef de la police, Frank Selby. Au cours d'une réunion, pour discuter du complot, a déclaré M. Jahar, M. Badio a appelé M. Elbé, un conseiller principal de la police à l'époque, et lui a demandé de l'aider à se procurer des armes pour le coup d'État. M. Elbé a dit à M. Badio qu'il n'avait pas les armes, mais n'a pas non plus essayé d'empêcher le coup d'État, a raconté M. Jahar, sans fournir de preuves indépendantes. M. Henry a promu M. Elbé en octobre à la tête de la police nationale haïtienne. M. Elbé n'a pas répondu aux demandes de commentaires. M. Jahar a affirmé qu'il ne savait pas comment le plan d'arrestation de M. Moïse est devenu mortel, le président ayant tiré 12 fois dans sa chambre. Mais quelques minutes après le meurtre, M. Jahar a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Germán Rivera, le chef des mercenaires colombiens. Le rat est tombé, a déclaré M. Jahar, lui a dit M. Rivera, en utilisant un nom de code péjoratif, que les comploteurs ont utilisé pour le chef d'Haïti. Le président est mort. M. Jahar, un descendant d'immigrants palestiniens nés en Haïti, a passé 3 ans dans une prison des États-Unis pour trafic de cocaïne. À son retour en Haïti au milieu des années 2010, il a déclaré avoir quitté le commerce de la drogue et construit une chaîne de magasins de volailles dans la capitale, Port-au-Prince. Il a affirmé avoir été recruté dans le complot fin mai par M. Badio par l'intermédiaire d'un ami commun. M. Jahar a déclaré qu'il s'était joint par dégoût de l'autoritarisme croissant du président et par espoir d'obtenir un traitement commercial préférentiel de la part du nouveau gouvernement. M. Jahar a déclaré qu'il ne savait pas quels ordres M. Badio suivait, ni qui était le cerveau ultime. Il a déclaré qu'il avait accepté de se joindre au complot parce que M. Badio et d'autres comploteurs lui avaient dit qu'il bénéficiait du soutien total des États-Unis qui, selon eux, s'inquiétaient des liens supposés du président avec les terroristes et les trafiquants de drogue. Si le gouvernement américain était impliqué, alors c'était sûr, a déclaré M. Jahar, décrivant sa pensée à l'époque. Aucune preuve n'a émergé que l'un des suspects nommés avait un lien actif avec le gouvernement américain ou que les États-Unis étaient impliqués ou au courant du complot. Il y a cependant au moins 6 citoyens et résidents américains qui sont accusés par la police haïtienne d'avoir participé au complot. Un ancien commando colombien accusé d'avoir participé à l'agression, Mario Palacio, a été inculpé en Floride le 4 janvier pour complot en vue de tuer M. Moïse. M. Jahar a déclaré qu'il avait contribué environ $130 000 au plan, aidé à trouver les armes et fourni la maison à partir de laquelle 21 commandos colombiens à la retraite se sont rendus à la résidence présidentielle peu après minuit. Les responsables de la sécurité haïtienne ont déclaré que l'assaut contre la résidence présidentielle était destiné à être mené par un groupe criminel appelé Fantôme 509, qui est composé d'anciens et d'actuels policiers et a des liens politiques étroits. M. Jahar a déclaré que lui et M. Badio avaient rencontré un homme prétendant être un chef du Fantôme 509 pour discuter du complot, mais que le gang s'était retiré environ une semaine avant le meurtre, pour des raisons qu'il a déclaré ne pas connaître.
Monsieur Jahar a déclaré que c'était à ce moment-là que d'anciens soldats colombiens, qui auraient été amenés pour assurer la sécurité du successeur du président, ont appris que leur mission avait changé, prendre d'assaut la résidence présidentielle.